Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 9 février, 5e dimanche après l'Épiphanie. 3 séquences, tout d'abord en compagnie de Martial Bild, je présenterai un livre de Robert Hugh Benson, qui vient d'être réédité aux éditions Teki, Le Maître de la Terre, la crise des derniers temps. Ensuite, nous accueillerons Jean Rivière, qui est président de l'association Nostofé, qui était présent à la cérémonie d'adieu de Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon le 1er février dernier au domaine de la Castille. Et enfin, monsieur l'abbé Dufayet, qui est prêtre enseignant à l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Camblin-l'Abbé, nous présentera une pièce qui sera jouée dans quelques jours à Paris, Le Mystère de Camblin. Jean-Pierre Maugendre, bonjour. Bonsoir Martial. Alors je suis venu à Terre de Mission pour vous faire parler d'un ouvrage qui a retenu votre attention. Tout à fait. Il doit retenir l'attention de nos téléspectateurs. Nous espérons. Ce sont les éditions Teki qui viennent de rééditer un ouvrage de Robert Hugh Benson, publié en 1907 et qui s'intitule Le Maître de la Terre, un roman dystopique de science-fiction, un roman d'anticipation. Mais avant d'évoquer le roman lui-même, qui est cet auteur Robert Hugh Benson ? Alors Robert Hugh Benson est un personnage quand même assez exceptionnel, car selon l'expression consacrée, il est fils d'archevêque, puisque son père était l'archevêque de Cantorbéry. Donc l'archevêque de Cantorbéry, c'est le primat de l'église anglicane. Donc il a été élevé dans la religion anglicane. Il a été ordonné prêtre dans la religion anglicane. Je rappelle pour nos téléspectateurs que l'Église, depuis un document de Léon XIII, considère que ces ordinations ne sont pas valides, qu'ils ne sont pas prêtres. Il s'est converti au catholicisme et 1 an après sa conversion, en 1904, il a été ordonné prêtre dans l'Église catholique, ce qui est quand même très particulier. Et là, il s'est livré à des travaux d'écriture, des ouvrages de science-fiction, des ouvrages pour la jeunesse, jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, donc un personnage tout à fait exceptionnel. Une conversion importante, il est fils de l'archevêque de Cantorbéry et il était appelé à lui succéder. Oui, puisqu'on est dans un système un petit peu particulier dans le cadre de l'Église anglicane. Alors je crois aussi qu'il se positionne, nos téléspectateurs le savent, voilà, à la fin du 19e siècle, il y a quand même eu en Grande-Bretagne tout un mouvement de conversion, dont le personnage le plus célèbre, bien sûr, est le cardinal Newman. Bien sûr, auquel le pape Benoît XVI avait rendu hommage en Grande-Bretagne, lors de sa visite dans ce pays. Alors, au-delà de la personnalité déjà surprenante de Robert Hugh Benson, il y a cet ouvrage, parce que je parlais d'un roman d'anticipation. On a souvent dit que Benson, c'était le Jules Verne, une sorte de Jules Verne. Quel est l'intérêt vraiment de cette réédition ? Alors l'intérêt de cette réédition, c'est donc dans cet ouvrage qui paraît, comme vous l'avez dit, en 1907, en fait, Benson se projette dans l'avenir, et il se projette dans l'avenir jusqu'à la fin du XXe siècle. Et donc il évoque un certain nombre d'événements qu'il rappelle. Voilà, en 1917, le Parti communiste prend le pouvoir en Grande-Bretagne. En 1940, il est organisé un second concile du Vatican. En 1959, un certain nombre de lois prévoient l'abolition de la peine de mort, de l'héritage, etc. Et en 1972, Rome devient une ville indépendante où en fait viennent se concentrer les catholiques du monde. Voilà, l'intérêt, c'est en ce sens que l'analogie avec Jules Verne est pertinente. Il imagine ce que peut être l'évolution du monde dans le siècle qui suit le moment de son écriture. Ah, ce qui est surprenant, Jean-Pierre, c'est que le cauchemar qu'il interprète à travers cet ouvrage, on a le sentiment qu'il est en train de prendre vie sous nos yeux. Alors j'avoue, en lisant ce roman, il y a un certain nombre de choses qui sont extrêmement impressionnantes. En particulier aujourd'hui, dans ce roman, c'est l'omniprésence de l'euthanasie. Voilà, c'est un thème récurrent, que ce soit chez les gens qui en sont partisans, que ce soit... Voilà, ça lui apparaît comme un des éléments caractéristiques de la société qui se met en place. En 1907. Voilà. Aujourd'hui, en 2024,
c'est un des sujets majeurs des débats de société qui nous animent. Je trouve ça vraiment incroyable. Alors, il y a des moments où il se trompe quand même. Il explique que l'empire japonais va se poursuivre, va s'agrandir, que le train va devenir le mode de déplacement le plus important. Mais il y a quand même des erreurs. Alors, ce qui se passe, c'est pas exactement le train, ce sont les avions. C'est-à-dire qu'en particulier les héros de ce roman, ils passent leur vie en avion, on est en 1907, et ils se déplacent entre Rome, Londres, etc. Et il y a une banalisation de l'avion qui était tout à fait pas évidente à l'époque. Alors en revanche, je pense que dans ce roman, il y a deux faits majeurs qui marquent la société contemporaine et qu'il n'identifie pas. C'est la question de l'islam. Il n'en est pas question. Pour lui, l'islam est sorti de l'histoire. Et en fait, l'histoire se ramène à une opposition entre trois forces. L'Empire d'Orient, l'Empire d'Occident, qui couvre globalement l'Europe, et puis l'Amérique. Voilà, tout... Et il regroupe l'Afrique avec l'Europe. Oui, alors voilà, l'histoire se ramène à ça, donc il n'est pas question de l'islam, et puis quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, qui est un élément majeur de notre vie quotidienne, c'est la question des téléphones portables. Le maître de la Terre, le maître de la Terre. Mais qui est ce maître de la Terre ? Alors, le maître de la Terre, c'est un dénommé Felsenburg, qui en fait est élu président de l'Europe et qui en fait doit sa consécration au fait qu'il trouve un accord avec l'Empire d'Orient. Et que cette situation, qui était une situation conflictuelle, il réussit à assurer la paix et, fort de ce succès diplomatique, il devient le maître de l'Occident et impose à l'Occident, ça aussi c'est d'une incroyable actualité, au nom d'un humanitarisme dévoyé, une persécution religieuse et en particulier anticatholique, extrêmement violente, extrêmement brutale, qui va jusqu'à la destruction de Rome, le fait que le Saint-Père est tué, qu'un des auteurs, un des acteurs, un des protagonistes, dont il est question au début, qui est un prêtre anglais, devient pape, part à Jérusalem. Enfin, on est vraiment dans une situation, c'est le sous-titre que porte l'ouvrage, bon, d'une certaine manière apocalyptique sur la situation de l'Église. L'Église confrontée à la modernité et surtout confrontée, c'est ça aussi, il y a la femme d'un des protagonistes s'interroge beaucoup sur le sujet. Elle dit « Je ne comprends pas cette violence contre l'Église ». Au nom des principes humanitaires qui sont les nôtres. Et son mari lui explique, en gros, un thème que l'on connaît, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Voilà. Donc la vision d'un monde totalitaire qui trouve son unité dans la négation de la transcendance et de la persécution des chrétiens. Il y a un homme qui a écrit « La lecture du Maître de la Terre fut pour moi un fait de grande importance ». Il s'agit du pape Benoît XVI. Et même le pape François se réfère à ce Maître du Temps. Alors quel est vraiment l'intérêt de ce roman ? Au-delà du caractère apocalyptique et effrayant et qui donne raison à son auteur un siècle avant que ces faits se produisent. Alors l'intérêt de ce roman, je pense, c'est la préface. Monseigneur Rouget, donc, qui est l'évêque de Nanterre, a préfacé cet ouvrage. Et en particulier, il insiste sur le fait, il dit, pour comprendre la société moderne, le totalitarisme qui est en train de se mettre en place, il y a trois auteurs anglo-saxons qui nous ont un petit peu initiés à la manière dont ça allait se passer. C'est Benson, dont on parle, c'est Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, et puis c'est George Orwell dans 1984. Et en fait, le Monseigneur Rouget dit, voilà, comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Avec un autre élément qui est incroyable, on parlait tout à l'heure de préscience, il y a toute une partie sur le réchauffement climatique. C'est quand même inouï. Et on est en 1907. Le Maître de la Terre, c'est aux éditions Teki de Robert Hugh Benson et c'est donc recommandé par Jean-Pierre Maugendre et donc par Terre de Mission. Merci à vous. Merci Martial.
Bonjour Jean Rivière. Bonjour Jean-Pierre Montjean. Vous êtes donc le président de l'association Nostofé qui a organisé en octobre dernier un pèlerinage qui fut une réussite de Cotignac à Saint-Maximin, donc dans le diocèse du Var. Le 1er février dernier, vous étiez présent à la Castille, à la cérémonie, d'une certaine manière, de départ de Monseigneur Ray de son diocèse. Alors, Monseigneur Ray était considéré comme un évêque atypique. En quoi consistait son caractère atypique ? Eh bien, je pense qu'il y a le caractère atypique de Monseigneur Ray, il y a la légende et la réalité. La légende, beaucoup disent, c'est un évêque traditionnaliste, proche de certains milieux extrêmes, je ne sais quoi. On l'a beaucoup vu ces dernières années, et j'en suis toujours très étonné, et avec moi tout le diocèse, parce que c'est pas du tout le cas. Ceux qui l'ont connu, comme moi, assistaient à des messes aussi bien, effectivement, des messes avec des courants traditionnels, mais aussi des messes ou des cérémonies ou des accointances avec des milieux qui sont très évangéliques, etc. Donc je pense que ce qualificatif ne lui correspond absolument pas. La réalité, c'est que c'est un évêque qui a su rassembler précisément dans le dépôt de la foi des réalités ecclésiales extrêmement diverses et qui balaye en fait un peu tous les courants de l'Église fidèle à Rome, attachés au pape et avec tous les charismes, toute la palette de charismes que peut porter l'Église une sainte et apostolique. Je pense que c'est un évêque qui est complètement fidèle aux trois pontificats successifs pendant lesquels s'est déroulé son épiscopat. Il a laissé pousser dans son diocèse pendant 25 ans, ce qui n'est pas négligeable comme durée d'épiscopat, le bon grain et l'ivraie. C'est surtout ça qu'on va retenir de lui, quoi. Il a laissé pousser le bon grain et l'ivraie, et puis il s'est attaché évidemment à tailler l'ivraie dès qu'il fallait. Peut-être parfois a-t-il commis quelques imprudences, c'est ce qu'on lui a reproché, c'est d'ailleurs aussi des choses qu'il a reconnues sans difficulté. Mais enfin, c'est peut-être là que résidait justement son caractère atypique. Et puis, je crois aussi qu'il avait une grande liberté par rapport aux convenances, les convenances sociales ou institutionnelles. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui il a beaucoup d'humour et il est capable, il dira la même blague à un ministre ou à un pauvre dans la rue. C'est-à-dire qu'il est très à l'aise avec tout le monde et il change pas de personnalité au gré des gens qu'il rencontre. Alors ça, c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup marqué le diocèse et les diocésains. Et puis, je termine par ça, je pense que c'est un évêque qui ne se tait pas, en particulier sur des sujets... des sujets qui sont socialement clivants. Il n'hésite pas à enseigner l'intégralité du dépôt de la foi, quel que soit le sujet, au risque de se faire critiquer. Alors forcément, il ne s'est pas toujours fait des amis. C'est peut-être aussi ce qui a conduit à sa réputation complètement erronée de quelqu'un d'extrême ou je ne sais quoi, parce que sur un sujet, il va juste rappeler ce que dit l'Église. Donc ça a peut-être conduit à construire une légende qui ne lui correspond pas. Voilà. Alors justement, vous venez de l'évoquer en filigrane, donc c'est de notoriété publique. Monseigneur Ray a démissionné de son poste suite à la demande du souverain pontife, ce qui est un processus tout à fait inhabituel. Ah oui, je pense qu'effectivement, c'est pas habituel que sans motif grave, il n'y a pas d'histoire de pédophilie, de meurtre, de quoi que ce soit, qu'un pape pousse un évêque à la démission, c'est quelque chose qui doit être extrêmement rare, je pense, oui. Maintenant, je pense qu'il a été victime de calomnie à son endroit, comme je l'ai dit juste avant. Ça a pu donner des interprétations complètement erronées, douteuses et je dirais même... malheureuse, parce que pour l'instant, personne dans le diocèse n'a vraiment saisi les raisons de cette démission avancée. Après, on peut dire quand même plusieurs choses. Alors, il a commis des erreurs, enfin, qui n'en commet pas, surtout sur 25 ans. Il a commis peut-être des erreurs, mais enfin, c'est en proportion, ça paraît quand même effectivement disproportionné. Je pense, à titre personnel, je le dis à titre personnel, mais c'est quand même beaucoup de gens qui pensent ça, que c'est quand même un signal un peu faible, un mauvais signal qui est envoyé à l'épiscopat parce que, comme j'ai dit avant, c'est un évêque qui prend des risques, qui nous a habitués à ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, prenez pas de risques, vous risquez rien. Si vous prenez des risques et que vous commettez quelques erreurs, vous serez démissionné. Enfin, c'est pas très engageant, je pense, pour d'autres évêques qui pourraient regarder ça en se disant, je vais peut-être éviter de faire trop de vagues, quoi. Justement, un évêque...
il a la plénitude du sacerdoce, on attend de lui qu'il prenne des décisions, qu'il se mouille un peu pour son troupeau, quoi. Alors, quel est le bilan, justement, de ces 25 ans d'épiscopat ? Alors, le bilan, Monseigneur Ray laisse un diocèse incontestablement dynamique, fort de... Alors, avez-vous quelques chiffres à nous donner pour illustrer ce dynamisme ? Oui, tout à fait. Il y a quand même 250 prêtres dans le diocèse. Chaque paroisse est pourvue d'au moins un prêtre, voire plusieurs, ce qui est assez unique, je crois, dans le paysage catholique français. Et puis, si vous voulez que je vous donne un chiffre que j'avais trouvé un jour, il m'avait amusé de voir que c'est le seul diocèse, semble-t-il, en France, dans lequel il y a plus de prêtres, un petit peu, aujourd'hui qu'avant le Concile. Oui, j'avais lu ça. Alors ça, c'est quelque chose il semblerait que ce diocèse n'ait pas connu vraiment la crise des vocations, ou en tout cas la crise de la... Alors, historiquement, le diocèse du Var n'est pas un diocèse à implantation catholique très forte. Il y a des diocèses à implantation catholique très forte, l'Est de la France, la Bretagne, la Vendée. C'est pas du tout le cas du diocèse de Toulon. Il partait certainement pas d'une base extrêmement forte, donc je suis pas en train du tout de dire ce diocèse par rapport à d'autres, mais je pense que l'épiscopat dont on est en train de parler, qui a succédé à un autre épiscopat, celui de Monseigneur Madec, qui est réputé pour ça aussi, lui était breton, il venait de Vannes. Le nom est breton, oui. Mais en tout cas, c'est 40 ans dans une espèce de continuité d'action en faveur des vocations, ont incontestablement porté leurs fruits, quoi. Alors, un autre chiffre, il a procédé à 164 ordinations. Alors, comment s'est passée cette cérémonie d'adieu ? C'est passé sous une pluie battante, chose qui est assez inhabituelle pour nous, provençaux, qui sommes quand même dans un pays où il fait soleil plus de 300 jours par an. Alors d'un côté, on pourrait dire que c'est pas de chance, et puis d'un autre, je crois, de récente mémoire, mais je pense qu'il y a d'autres plus anciens que moi qui l'ont dit aussi, on n'a jamais vu autant de monde à la Castille. Même pour les cérémonies d'ordination. La Castille, c'est le séminaire du diocèse. Donc, il y a à Toulon un séminaire qui n'est pas le séminaire interdiocésain, séminaire qui avait été fondé par Monseigneur Madec. Exactement, voilà. Et puis, dont l'œuvre a été poursuivie par Monseigneur Ray. Et c'est un séminaire, c'est aussi un domaine viticole qui joue pour le diocèse. Et puis, c'est aussi le lieu habituel des ordinations annuelles du diocèse. Et alors là, je ne sais pas si on a battu un record, mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde à cette cérémonie, sous une pluie battante, sous les parapluies, devant le grand écran dans l'allée des platanes dehors, avec des familles, des poussettes. Donc ça, c'était très touchant. Donc la cérémonie, elle a quand même eu lieu sous la pluie, même l'apéro derrière. Voilà. Alors il y a eu beaucoup d'effusions. Son homélie a été très touchante. Et il a parlé en particulier de la croix, la croix apportée en tant que pasteur, en tant qu'évêque. Alors c'était très touchant, d'autant qu'à la fin de la cérémonie, il a remis une croix qui avait été transmise depuis Monseigneur Barthes, le prédécesseur de Monseigneur Madec. Donc ça fait depuis un bout de temps déjà, et qu'il a lui-même reçu de Monseigneur Madec et qui a transmise à Monseigneur Touvet, qui lui a succédé naturellement en tant qu'évêque coadjuteur. Donc ça, voilà, c'était fort en symbole aussi, cette cérémonie. Voilà. Alors, quel est l'avenir de tout cela, pour le diocèse et pour lui ? Alors, pour le diocèse, c'est simple, on a un nouvel évêque, qui s'appelle Monseigneur Touvet, qu'on connaît depuis maintenant un peu plus d'un an, puisqu'il était le coadjuteur de Monseigneur Ray. Et donc, Monseigneur Touvet a pris la parole à la fin de la messe, et et c'est quelque chose qui a été salué par beaucoup. Il a dit, je m'inscris dans la continuité de Monseigneur Ray. Il est même allé plus loin. Il a dit qu'il reprenait à son compte l'expression de Benoît XVI, qui parlait d'herméneutique de la continuité. Et voilà, donc pour nous, c'est porteur d'espérance, parce que forcément, on était tous très tristes de perdre Monseigneur Ray, et on trouve un évêque qui nous dit qu'il va s'inscrire dans la continuité de l'œuvre de ses prédécesseurs. Alors, pour nous, c'est beaucoup d'espérance, et puis évidemment, on attend avec beaucoup de foi aussi cette succession qui s'est passée, semble-t-il, de manière apaisée. En tout cas, on l'a vu au cours de cette messe. Alors, en étant un peu taquin, on pourrait s'interroger sur le fait était-il vraiment bien nécessaire de changer d'évêque si c'est pour continuer à faire la même chose ?
Bah ça, c'est une décision qui n'appartient ni à Monseigneur Ray, ni à Monseigneur Touvet, ni même à nous. Et l'avenir de Monseigneur Ray? Alors l'avenir de Monseigneur Ray, eh bien, il en a parlé aussi dans son homélie. Il a dit, comment dire, ma mission ne s'arrête pas. Ma mission ne s'arrête pas là. Alors il a 60... Voilà, ma mission ne s'arrête pas à ma démission. Bientôt 73 il a ans. 72-73 par là. Oui, voilà. Donc il est encore en pleine force de l'âge. Et donc je sais qu'il va retourner à Paris, c'est ce qu'il nous a dit. Et je pense qu'il nous dira dans les prochaines semaines, prochains mois, quelles vont être ses missions, quels vont être les projets qu'il va mener. Je ne sais pas si l'Église va lui confier une mission. Après tout, il n'est pas sanctionné. On l'a juste demandé de partir du diocèse, mais enfin, on va bien voir. Et puis je suis sûr qu'il a... Oui, il me semble qu'il a un gros carnet d'adresses. Je suis sûr qu'il va... Il a dit que ça ne s'arrêterait pas là, donc ça ne s'arrêtera pas là. Aujourd'hui. Voilà, donc on a hâte de l'entendre à nouveau. Je vous remercie beaucoup de ce témoignage sur un événement qui a marqué l'Église de France. Merci Jean. Merci Jean-Pierre Rogendon. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Donc vous êtes professeur à l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Camblin, qui la troupe de l'école fera une pièce, une représentation théâtrale au théâtre Saint-Léon le jeudi 13 février, d'une pièce sous le titre « Le mystère de Camblin ». Exactement. Alors, où se situe Camblin et de quoi s'agit-il ? Alors Camblin, c'est dans le nord, c'est au-dessus d'Arras, donc si c'est possible, c'est dans l'Artois, sur la colline de l'Artois. On est dans un petit village qui s'appelle Camblin-l'Abbé, on est en bordure. Donc l'avantage, c'est qu'on a la possibilité d'avoir les bois, les terrains pour accueillir les élèves et qu'ils puissent se défouler après les longues heures de cours. C'est un internat de garçons, on va de la 6e à la terminale. Ils sont tous pensionnaires, donc en cette année, nous avons la grâce d'avoir, que je ne vous dise pas de bêtises, 154 élèves. Donc c'est une chance. Nous sommes 4 prêtres, monsieur l'abbé Éon qui est le directeur et 3 prêtres collaborateurs, ainsi que 2 religieux, 2 frères, qui nous aident dans la maintenance de l'école. Alors, quel est le projet pédagogique et l'originalité de cette école ? L'originalité, il n'y en a pas. Et le projet pédagogique, il est dicté par notre fin, notre but. Le but de l'école, c'est 2 choses. La première, c'est de faire de nos enfants des saints. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse en sorte de leur donner les moyens spirituels pour qu'ils puissent aller au ciel. C'est le but de tous et chacun et c'est le but premier de tout éducateur. Le deuxième, c'est de leur donner les facultés morales, intellectuelles, pour qu'ils puissent demain s'épanouir dans leur profession, leur vocation, là où le bon Dieu les appellera. Alors pour ce faire, le rythme de l'école est vraiment encadré par la prière. Les élèves se retrouvent le matin, le soir à la chapelle, au chapelet, ils prient la Bonne Mère, ils ont possibilité de se confesser, il y a les messes chantées d'école, ils vivent au rythme de l'école, au rythme de la liturgie. Même le calendrier scolaire est fait en fonction de l'année liturgique, donc ça va être en fonction des vacances de Pâques, des vacances de Noël. Les élèves ont également la possibilité d'aller prier en eux-mêmes et de leur propre initiative, et beaucoup le font, Deo Gratias. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect spirituel et c'est le plus important. Derrière, on a bien évidemment les cours, maths, HLP, donc humanité, littérature, philosophie, les sciences, la SVT, donc il y a tout y est, avec les différentes spécialités pour le bac. Et puis, les petites particularités, c'est que nous nous efforçons, donc monsieur le directeur, monsieur l'abbé Éon, s'efforce de responsabiliser les élèves. C'est-à-dire que ce sont les élèves qui sont responsables de beaucoup de choses dans l'école. C'est-à-dire que c'est eux qui font tourner l'école pour tout ce qui est des reviens des affaires courantes. Tout ce qui a recours aux affaires courantes. Donc ça va être le ménage, les poules, les lapins, tailler les haies, le bricolage, l'électricité en tout genre. Voilà, c'est vraiment les élèves qui vont s'y mettre. Donc c'est les terminales qui sont chefs d'équipe. On leur dit tiens mon gars, j'aimerais bien que cette année on finisse telle ou telle chose, ça je voudrais que ce soit propre. T'as tant de gars, ils se débrouillent, ils prennent leur temps, leur emploi du temps et ils sont vraiment responsables. Et ça c'est très agréable et ils le font vraiment bien. Le but de responsabiliser les élèves, c'est tout simplement de leur apprendre que c'est en se donnant qu'on trouve la joie, la paix, et que le véritable amour, il est dans le don de soi. Celui qui se donne, alors celui-là, il est aime, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait sur la croix. Très bien. Venons-en à la pièce, là, le mystère de Camblin. De quoi s'agit-il ? Vous n'êtes pas sans savoir que quand le patron disparaît,
Derrière, c'est compliqué. Il paraît. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et alors là, et ça, c'est pas un moindre des mystères. Le moindre des mystères, c'est que l'abbaye Éon a disparu. Vous vous rendez compte ? L'abbaye Éon a disparu. En plus, pile à ce moment-là, on a la visite de sécurité. Les pompiers qui vont débarquer. Ouais. Les pompiers qui vont débarquer, qui vont tout regarder, les extincteurs, les sorties de secours, tout. Alors, le pauvre abbé Dufayet, sans expérience, il vient de débarquer dans l'école, il dit « mais comment je vais faire ?» L'abbaye Éon n'est pas là. Alors, il réunit les élèves, il dit « bon, les gars, on va essayer de retrouver l'abbaye Éon. » Mais on n'y connaît rien, les élèves non plus. On va faire appel à des détectives. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Commissaire Juve, Hercule Poirot, Colombo, peut-être Sherlock Holmes, lequel va y arriver ? Eh ben justement, vous pouvez venir le 13 février pour regarder, voir si on va réussir. On retrouve l'abbaye Éon. Alors, Exactement. qui sont les acteurs ? Qui est l'auteur de cette pièce et elle est dans quel registre ? C'est une tragédie, un vaudeville, une comédie ? C'est une tragédie, tout le monde va sortir en pleurant de la pièce, c'est obligé. Non, c'est vraiment une comédie 100% pour vraiment se détendre et se détendre sainement. C'est les élèves. Donc, Alors, de quelle classe ? Alors justement, un soir, moi je suis préfet du lycée, je m'occupe des secondes, premières terminales, et je leur ai dit, j'ai besoin de monde, on a une pièce originale montée par Madame Juliette Demade, que je remercie infiniment parce qu'elle s'est énormément investie, et la pièce est de grande qualité, donc Madame Demade, ne retenez ce nom, elle est brillante, merci infiniment Madame. J'ai dit aux élèves, voilà, on a besoin d'acteurs, et donc j'ai pris tous les volontaires en seconde, première terminale. Ça nous fait 20 acteurs. 20 acteurs. Et ouais, il y a du monde, ça bouge. Ça bouge parce que ça se passe dans un bar. Dans le bar clandestin de l'école où on fait notre propre bière, la Cloupe de Camblin, et qui est disponible à la vente également. Donc vous pourrez en profiter, vous pourrez en goûter. J'espère, monsieur, que vous serez là ce soir-là pour la goûter et la déguster. Alors, concrètement, une adresse, une date, un moyen de s'inscrire. Il faut s'inscrire avant ? Alors, il faut s'inscrire avant puisque le nombre de places est limité. Nous sommes au théâtre Saint-Léon, donc il y a 500 places disponibles. Actuellement, il en reste plus que 100. Donc, il y a déjà pas mal de monde. Vous pouvez également vous inscrire donc, via l'affiche. Il y aura le QR code, via le lien. Et si vous souhaitez le lien, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante, donc secrétariat@sjbdls.fr. Ou si c'est trop compliqué pour vous, eh bien, vous pouvez tout simplement appeler au 03 21 22 00 04 à l'école. On vous réserve, on prend votre place et il n'y aura pas de problème. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Camblin-l'Abbé, dans le nord de la France. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Donc, nous aurons le plaisir de nous retrouver le 13 février. Merci à vous de nous avoir permis de présenter notre école et j'espère que ça plaira aux gens. Donc, je n'en doute pas. Voilà. Merci beaucoup. monsieur l'abbé. Merci beaucoup.